Speak No Evil est un film suspense thriller, et oui, suspense thriller et non pas horreur, réalisé par James Watkins. Et j'ai appris seulement en rentrant chez moi de séance que c'était en fait le remake d'un film de 2022, un film danois, donc très récemment, un film qui s'appelle Speak No Evil, ou Ne dis rien. Film que je vais essayer de rattraper au plus vite parce que j'ai envie de le rattraper et dont je vous parlerai sûrement dans une prochaine vidéo. Bientôt sur ma chaîne, il y aura des vidéos où je vais vous résumer mes derniers visionnages. Je vais donc juger, vous l'avez deviné, ce remake sans le voir comme un remake puisque je ne connais pas l'original. J'aime bien aller voir des films sans lire les pitchs et sans voir les bandes annonces, ça vous le savez, je le répète assez souvent. Sauf que cette fois-ci, j'ai pas eu le choix que de voir la bande-annonce et plusieurs fois parce que j'ai fait beaucoup de séances ciné et que la bande-annonce était projetée à chaque fois avant chacune de mes séances. Pour pas être déçu, je suis parti du principe que la bande-annonce me montrait beaucoup de choses. C'est effectivement le cas, elle en montre toujours beaucoup trop, mais bon, je m'étais mis dans cet état d'esprit-là. J'avais très envie de voir le film parce que l'ambiance me tentait bien et j'aime beaucoup le jeu de James McAvoy. J'avais très envie d'aller voir ce film juste pour sa performance. Et à nouveau, il nous fait une performance de ouf. Pour l'instant, on est dans la partie sans spoiler, donc je vous dirais que j'ai passé un très bon moment. Alors le film fait 1h50, ça pourrait paraître assez long parce que le film, c'est beaucoup du suspense. Il est assez contemplatif, hein, on filme des moments de vie. Si on ne savait pas qu'il y avait un danger qui plane comme ça, on pourrait se croire dans un film français. Vous savez, on est à la campagne, on discute, on mange, voilà, c'est... Heureusement qu'il y a un peu ce danger planant et ce casting, mais ça m'a pas ennuyé. Malgré tout, les 1h50, je me suis pas dit: «Tiens, ça commence à tirer en longueur». Je me suis dit que pour un film de cette durée, c'était dommage qu'il y avait pas plus de rebondissements, de moments, on va dire, d'action. Le film, c'est 80 de suspense avec une aura sombre qui plane, et on termine sur un voilà, il faut qu'il y ait un climax, et donc on va être un peu plus sur du thriller, mais on n'est pas non plus, sur quelque chose d'horrifique. On n'a pas de, ça tue pas dans tous les coins, il n'y a pas de giclée de sang, il n'y a pas tout ça, c'est très sobre presque, j'ai envie de dire. C'est plutôt un film qui va essayer d'installer, une sensation de malaise. Mais un malaise, je vais appeler ça confortable, le malaise américain. Donc peut-être que ceux qui ont vu l'original vont me dire: «Bah oui, le 1er juste du coup est plus malsain et plus glauque», c'est possible. Là, on ressent quand même, il y a des situations qui sont malaisantes, mais je ne me suis pas forcément senti, en tant que spectateur, je ne me suis pas senti à m'enfoncer au fond du siège, à être gêné, à essayer de voilà, il y a quelques petits moments de gênance, mais les Américains ont ce talent de te donner juste ce qu'il faut, hop et l'arrêter. Alors je dis talent, moi je préfère un film qui va me mettre mal à l'aise, qui va aller me bousculer, mais c'est quand même un talent de savoir faire ce genre de film où on t'instaure un malaise et malgré tout, on fait en sorte que tu restes dans la salle, que les gens vont apprécier le film. C'est une technique très américaine. En ça ne veut pas dire que les acteurs ne sont pas bons, franchement ils donnent tout ce qu'il y a à donner, ils sont vraiment très, très bons. Après les gens qui ont une très forte sensibilité vont sûrement, pas se sentir très bien devant certaines scènes. Moi qui suis un habitué des films de genre, évidemment, il en faut un petit peu plus. Ce qui m'a pas, empêché de comprendre les moments où j'étais censé être mal à l'aise. Il faut aussi préciser que, quand vous voyez la bande annonce, vous avez le ton global du film. N'allez pas voir le film en espérant que vous allez avoir, beaucoup de retournements, d'ambiance et cetera, que vous allez avoir beaucoup de surprises. Je pense que, la bande annonce vous donne toute l'aura générale du film. Si vous avez trouvé agréable cette bande annonce et que vous avez envie de vous plonger dans cet univers pendant 1h50, c'est parfait. Si vous espérez beaucoup plus de choses, je vais peut-être pas vous le conseiller. Je pense que certains d'entre vous s'ennuieront peut-être du fait que ça fait 1h50. Je pense qu'il faut être prévenu, qu'on est vraiment que sur de l'ambiance, sur du suspense. Le problème aussi, c'est que, alors moi j'ai réussi à apprécier le film tel quel. Mais je pense qu'il y a des gens, qui vont se dire: «OK, mais on a vu la bande annonce, on sait où est-ce que ça se dirige, pourquoi ils prennent autant de temps à nous le montrer?» Par exemple, on nous spoil dans cette bande annonce la langue du petit garçon. C'est dommage de l'avoir mis dans la bande annonce, c'est vraiment très dommage parce que du coup cet événement arrive à la moitié du film et on n'a aucun impact, on n'a aucune surprise. Dès le début du film, à un moment on nous dit qu'il est très introverti, qu'il ne parle pas. Bah ouais, mais nous en tant que spectateurs, du coup, on sait déjà pourquoi. Donc ça c'est vraiment dommage. Mais la faute n'est pas au film, le film en lui-même est bon, c'est la faute de la bande annonce. Sinon en termes de schéma, on est sur quelque chose d'assez classique, mais
quelque chose de classique, mais bien fait. Alors, pareil, hein, n'allez pas au cinéma si vous voulez voir un film qui va vous bouleverser avec un twist de ouf. Non, non, on est sur quelque chose d'assez simple, hein, quelque chose de déjà vu, mais de toujours bien fait. J'ai tellement apprécié la performance, les personnages, que j'aurais très envie de voir un préquel. Voilà, je vous dis pas pourquoi, mais voilà, un préquel au personnage de Paddy, donc joué par James McAvoy, et de Kiara, qui est jouée par une actrice que je ne connaissais pas du tout. Je suis rentré, j'ai regardé sa filmographie, je ne savais pas qui elle était. Elle est très jolie, elle joue très bien, elle s'appelle Aisling Franciosi, je ne sais pas si je prononce bien. Elle est charmante. C'est incroyable comment elle est mignonne comme tout et le personnage est adorable et l'actrice joue très bien. Je suis sorti de la salle en me disant: «OK, elle, je l'ajoute à la liste des actrices, que j'aime bien et dont je veux voir d'autres films», parce que rien que visuellement, juste la regarder, elle a un charme fou. Le reste du casting est très bon, tout le monde est très bon dans le film. James McAvoy est un cran au-dessus, en même temps c'est un peu normal, hein, ça repose sur lui, on le voit dès la bande annonce. C'est l'histoire d'un couple lambda, qui a du mal à s'affirmer, enfin un couple quelconque, comme vous pouvez en croiser partout, qui va rencontrer un couple de bons vivants, sans gêne. C'est pas non plus, ils font pas tout et n'importe quoi. Mais à un moment, par exemple, ils essaient de se débarrasser d'un couple de Danois. C'est amusant du coup quand on sait qu'il y a un film original danois. Donc moi j'ai appris ça en rentrant chez moi, mais du coup j'ai capté la petite référence. Ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, on a ce couple lambda qui n'ose pas voilà, dire au couple danois, en gros, qu'ils sont chiants. Et de l'autre côté, tu as le couple avec James McAvoy qui fait un petit truc pour les gêner, pour que de eux-mêmes, ils décident de ne pas les côtoyer. Voilà, je trouve ça assez drôle. C'est typiquement le genre de truc que moi, je serais capable de faire. C'est mon petit côté James McAvoy, c'est mon petit côté psychopathe en cavale. Ce qui est intéressant en termes de personnages, c'est que ce ne sont pas des personnages manichéens. Ils ont des défauts et des qualités. Ils ne sont pas forcément 100% attachants ou 100% détestables. Alors, chacun a des niveaux différents. Et c'est là que je vais devoir commencer à détailler. Donc, on va parler de spoiler. Le seul personnage qui est vraiment au final sans reproche, c'est le petit garçon qui est joué par Dan Houtt. Pas sûr non plus de bien prononcer, je suis nul en prononciation. La gamine aussi, elle est attachante, c'est un joli personnage. Il y a juste une particularité, c'est qu'elle a un trouble. Elle a besoin de son doudou. Elle a 12 ans, mais elle a encore besoin de sa peluche. Sinon, quand elle n'a pas sa peluche, elle fait une sorte de crise d'angoisse, elle se gratte les bras au sang. Le père est un peu irrité par rapport à cette histoire de doudou. Il lui dit d'ailleurs 2-3 fois, mais t'as 12 ans, il faut que tu arrêtes. Bon, ce qui est un discours un peu à la con, hein, elle fait ce qu'elle veut. Sauf que on comprend quand même un petit peu cet agacement et surtout on le comprend au moment où elle a besoin de son doudou alors qu'ils sont en train de fuir une situation inquiétante. Et là, en tant que spectateur, tu as envie de dire à cette gamine mais on s'en fout de ton doudou. Tu as envie de dire aussi aux parents mais putain, faites pas demi-tour pour une pauvre peluche. Ok, votre fille, elle a un trouble et elle se gratte au sang quand elle a pas son doudou. Mais dans ce cas-là, scotchez-lui des moufles. Le père est assez effacé, il a peu de caractère, donc pareil, ça donne un peu envie de le secouer. Cela dit, quand on prend du recul et qu'on y réfléchit, bah, tu as tout à fait le droit d'avoir cette personnalité. Mais là où ça devient un petit peu agaçant et où tu as envie de le secouer, c'est qu'il est en couple avec une femme et tu vois qu'il y a un manque d'harmonie entre les deux. Tu vois aussi que le fait qu'il ne s'affirme pas, qu'il ne parle pas, qu'il ne s'impose pas, aide ce couple à avoir une distance l'un envers l'autre. Donc tu as clairement envie de le secouer. Mais tu sais que, vu le sujet du film, à un moment, ils vont peut-être s'affirmer un petit peu plus. Et ce qui est bien, c'est que ça ne devient pas d'un coup des gros héros badass. À un moment, je pense à La Dernière Maison sur la Gauche, et ça ne devient pas comme les parents dans La Dernière Maison sur la Gauche, qui sont des parents lambda, et qui d'un coup, quand ils apprennent ce qu'on a fait à leur fille, commencent à piéger toute la maison. Là, non, ils vont s'affirmer un petit peu, mais dans des situations qui vont être crédibles. Et alors passons au personnage que je trouve le moins sympathique. Eh bien, la femme qui est jouée par Mackenzie Davis, hein, elle est très bien en tant qu'actrice, qui joue le personnage de Louise. Il me fait un petit effet, alors c'est pas physique, mais c'est un peu dans ce que je ressens pour le personnage, un petit effet à la Skyler dans Breaking Bad. Quand on regarde bien le personnage dans Speak No Evil ou dans Breaking Bad, en fait le personnage, on peut le comprendre assez facilement. Et pourtant, il y a quelque chose d'irritant chez ce personnage. Là, c'est un peu pareil pour le personnage de Louise, et je précise bien, c'est le personnage, hein, c'est pas l'actrice. C'est un personnage qui est un peu angoissé, c'est un personnage qui a l'air de dire à sa fille de rester dans son
besoin d'avoir son doudou. Alors c'est pareil, ça c'est des petites choses qu'on peut comprendre, mais à la fois on se dit: «Mais tu trouves pas les bons mots, tu fais pas les bonnes choses parce que du coup tu la confortes dans sa dépendance à ce doudou. Tu vois que ça va pas trop avec le couple et elle a l'air un peu froide hein, comme femme, elle est un peu plus grande que lui, elle a l'air assez grande comme actrice, elle a un côté un peu froide, elle dégage un petit peu ce truc de Skyler. En plus tu apprends que dans le couple, c'est elle qui a commis une faute, alors elle est restée dans les clous comme dit le personnage, mais elle a flirté avec quelqu'un par sexto, etc. Donc ce qui a foutu aussi un froid dans le couple. Donc bim, encore un truc qui tombe qui fait que on la déprécie un peu. Alors il y aura, c'est là aussi où c'est intéressant, il y aura une sorte de petite explication sur le comportement du mari, alors qui n'est pas du tout quelqu'un de mauvais, mais on va dire qu'il est un peu absent, qu'il a beaucoup travaillé, etc. Bon, vous connaissez ce genre de situation. Et donc elle s'est sentie seule. Donc même les mauvais côtés du personnage, on peut les justifier. Cela dit, je trouve quand même que c'est le personnage le plus antipathique du film. Sûrement parce que je détesterais être en fait en couple avec une femme comme ça. Je déteste les relations où il y a un froid entre deux personnes. Moi, quand il y a un froid dans une de mes relations, j'arrête. Donc c'est assez anxiogène pour le spectateur, si vous êtes un spectateur comme moi, de voir ces personnages comme ça essayer de perdurer leur relation, alors que clairement ils n'ont plus rien à se dire, ils ne se désirent plus. D'ailleurs à un moment elle fait une petite réflexion qui est un peu dévalorisante pour le mari. Alors c'est pas dit d'une manière, on sent qu'elle n'attaque pas, elle n'essaie pas de blesser, mais sa réflexion elle est quand même hyper maladroite. Et tu sens qu'elle est quand même posée quand elle dit cette réflexion. Tu peux pas t'empêcher de te dire: «Eh, tu pas une idiote. Quand tu fais cette réflexion, tu sais que c'est très dévalorisant pour ton mec» et elle fait style de rien. Moi, je peux pas m'empêcher de me dire: «Mais tu une connasse, en fait!» D'ailleurs, c'est aussi pour ça, on sent que le personnage du masculin, il a une affection pour Paddy, pour James McAvoy. En gros, James McAvoy, il le voit presque comme un héros, quoi. C'est le mec qui a réussi sa vie, quoi. Tout se passe bien avec sa nana et cetera. Mais ce personnage de mère, qui est peut-être un petit peu irritant, malgré tout, tout ce qu'elle est, ça peut se comprendre aussi au vu de la situation. Donc les personnages ne sont pas simples, ils n'ont pas qu'une seule facette. Et puis donc dans ce quasi huis clos à la campagne, le couple, donc incarné donc par James McAvoy et Aisling Franciosi, j'espère que je prononce bien ton nom, un McAvoy qu'on sent détruit par son passé, qui est vaguement évoqué comme ça, des petits indices. On sent que ça l'a rendu psychotique, et malgré tout, on l'aime bien. Parce que c'est un mec qui profite de la vie, parce que c'est un mec qui plaisante, on a envie d'être un peu comme lui, on a envie d'avoir sa femme, on a surtout envie d'avoir la relation qu'il a avec elle, parce qu'on nous vend une relation quand même plutôt complice, hein, plutôt sexuellement active. D'ailleurs, on a la chance de pouvoir voir en sous-vêtements l'actrice, et tu te dis que Paddy a beaucoup de chance. On voit que c'est un personnage donc, qui veut profiter de la vie, qui est dans une recherche de vérité, d'amitié, d'amour, et peut-être même que cette quête, c'est un peu comme la grande baleine blanche, c'est Moby Dick, peut-être que c'est une chimère, peut-être qu'il n'arrivera jamais à être entièrement comblé, mais en tout cas, il essaie, en essayant de se reconstituer une famille. Voilà, on sent qu'il a quand même une quête de choses saines, mais il entreprend ça de manière malsaine, de manière psychotique. Et on l'aime bien aussi parce que on a quand même conscience que c'est James McAvoy et qu'on sait que c'est un acteur qui fait des performances incroyables et que là, une fois de plus, il nous bluffe. Et donc on se dit « Ouais, bravo James, t'es génial, t'as encore fourni une super performance ». Là où il va devenir moins sympathique, où on va, en tant que spectateur, souhaiter sa défaite, quoique, c'est quand on va se rendre compte que il est violent envers sa femme et surtout parce que bon, Chiara c'est plutôt furtif même si on le comprend, mais c'est surtout envers le petit garçon. Les scènes les plus malaisantes vont venir de là, c'est les moments où il agresse psychologiquement le petit garçon. On comprend aussi qu'il lui a déjà fait du mal physiquement, mais ça va être surtout psychologiquement qu'on va voir ce type d'attaque. C'est vraiment un père qui se passe les nerfs dessus, quoi. Pour la moindre babiole, ils font une petite chorégraphie d'enfant, le gamin n'est pas super synchro avec la gamine, il va l'engueuler, il va même l'humilier, il va foutre un malaise dans la séquence. D'ailleurs, c'est assez génial que la scène de confrontation finale avec Paddy se fasse face à ce petit garçon. Je ne vais pas vous spoiler ce qui se passe, mais voilà, il y a un dernier truc important envers le personnage de Paddy, et c'est le gamin qui le fait. Et c'est d'ailleurs peut-être la scène la plus trash non spoilée dans la bande-annonce du film. Et c'était vraiment mérité que ça revienne à cet enfant, parce que quand on analyse bien le background de ce personnage, ce qu'il a vécu, oh le pauvre gosse!
Quant à Chiara, j'aurais voulu en savoir encore un peu plus sur elle, non pas seulement parce qu'elle est mignonne, mais parce que voilà, elle est intéressante. C'est un personnage qui est intrigante parce qu'elle est clairement victime d'un syndrome de Stockholm. Bien qu'elle soit majoritairement en complice de James McAvoy, il y a 2-3 petits indices à droite à gauche qui nous laissent à penser que c'est elle-même une victime. Mais on sent aussi qu'elle est vraiment sous un contrôle de ce personnage parce qu'il y a des moments où elle est armée et où il l'envoie seule accomplir des choses. Elle pourrait très bien l'attaquer lui, se rebeller, etc. Et elle obéit quand même. Alors qu'il y a quand même eu un petit moment ou deux où elle avait l'air d'essayer de prévenir de sa situation. Donc on sent que le personnage est troublant. Pareil, elle n'est pas linéaire. C'est ça qui est vachement bien. Il y a plein de petits éléments réalistes dispatchés ici et là dans le film que j'aime beaucoup. Notamment à un moment, elle met une fourchette dans sa poche, une grande fourchette à 2 branches, vous savez, comme pour les barbecues ou pour piquer le poulet. Et à un moment, elle s'accroupit en entendant un bruit. Et il se passe un truc, ouais, il m'est déjà arrivé, donc j'y ai pensé, je me suis dit: «Ça, c'est bien», parce que dans n'importe quel film, elle se serait accroupie, on aurait juste vu le manche dépasser de la poche et puis c'est tout, voilà, on aurait mis la fourchette comme il faut. Quand elle s'accroupit, elle se pique avec la fourchette. Voilà, ce sont des détails, c'est des petites babioles, mais j'ai beaucoup aimé ce genre de petites choses. Par contre, il y a un petit défaut aussi avec cette histoire de fourchette, c'est qu'au moment où elle se la met dans la poche, quelques secondes auparavant, il y a l'une des branches, qui passe dans la poche et l'autre qui est à l'extérieur. Donc forcément, la poche fait barrage, elle ne peut pas enfoncer beaucoup la fourchette dans sa poche. Et on voit que l'actrice, pas le personnage, mais l'actrice fait semblant que le truc tient. Et puis genre, elle met sa main dessus comme si elle était prête, armée, et que le truc était enclenché dans sa poche, dans sa ceinture, comme une épée. Et on voit qu'il y a un petit couac, que l'actrice a merdé. Et ils ont gardé cette prise. Ce qui n'est pas crédible du tout parce que si jamais elle avance et qu'elle lâche le manche, donc là qu'elle fait attention à le tenir pour faire croire que voilà, tout va bien, machin, si elle faisait un pas en lâchant le manche, la fourchette tomberait. Il y a la scène du cocktail Molotov aussi que j'ai trouvé vachement réaliste parce qu'on voit qu'ils savent pas trop ce qu'ils font, est-ce que ça va marcher ou pas. Il y a une petite tension parce que ils commencent à l'allumer, mais ils n'ont pas encore ouvert la double fenêtre qu'il faut ouvrir. Après, il y a un gars qui va intervenir et qui va leur tirer dessus, donc ils peuvent pas jeter la bouteille tout de suite, qui va tomber en plus au sol. Quand ils la jettent à l'endroit où ils veulent qu'elle tombe, bah, elle ne casse pas, parce que c'est pas parce que vous jetez une bouteille sur quelque chose qu'elle va se fracturer. Et donc en fait, elle ne casse pas sur le toit, elle roule et elle va tomber sur autre chose et c'était pas du tout leur cible. Il y a quand même 2-3 petits défauts et c'est dommage parce que ces petits défauts, ils sont assez flagrants. Donc outre l'histoire de la fourchette dont je vous ai parlé, où il y a pas mal de spectateurs qui vont peut-être même pas le voir, il y a un autre détail qui lui est très visible, un faux raccord énorme. C'est qu'il y a une scène avec une échelle, et cette échelle va resservir. Sauf que cette échelle, en bois, est devenue une échelle en aluminium. Ils ont carrément changé l'échelle. Et ça dénote vachement. Ça, c'est vraiment une erreur à la con. C'est pareil, alors bon, je reviens à chaud de la séance, mais à un moment, Paddy suggère quelque chose à la gamine, et la gamine comprend. Et en fait, il lui suggère que y a son doudou qui est dans la gouttière. Sauf qu'elle ne peut pas le savoir, à moins d'y jeter un œil, et il ne fait aucun mouvement pour lui montrer, elle ne regarde pas dans la direction, elle se retourne vers sa mère pour lui montrer qu'elle a oublié son doudou, et le doudou il est dans la gouttière. J'ai pas compris là l'enchaînement de plans. À un moment pareil, un petit truc qui m'a fait planter. Alors je suis allé au cinéma, j'étais un peu fatigué, j'ai un début de crève parce que vous l'avez vu, j'ai fait des VG ce week-end et la température n'arrêtait pas de changer. Donc j'avais un peu la tête dans le pâté, mais je me sentais quand même assez concentré sur le film. Donc je pense pas avoir bugué, mais à un moment, il s'arrête en voiture près de la maison parce qu'ils viennent rechercher le doudou. Le père dit à la fille et à la femme de rester dans la voiture et va vers la maison. Bien sûr, la femme est une femme, donc elle n'obéit pas. Quand est-ce que vous allez enfin obéir? Et 30 secondes plus tard, elle sort de la voiture et elle se dirige à nouveau vers la maison en disant à sa fille de rester dans la voiture. Quand elle arrive vers la maison, elle ouvre la porte et aussitôt, en ouvrant la porte, elle voit son mari en pleine discussion avec Paddy. Et donc elle commence à discuter avec les personnages. La discussion prend un petit moment, mais ils sont à côté de la porte. Et à un moment, dans la pièce, la gamine apparaît avec le fils de Paddy, en disant qu'elle a retrouvé son doudou.
Et alors là, il y a un truc que j'ai pas compris. Je me suis dit: «Mais d'où elle sort la gamine?» Dans les trucs glauques, donc ce que je préfère, parce que, bah, quand je vais voir un thriller, un film d'horreur, j'aime bien ce qui est glauque parce que c'est souvent, ce qui va le plus générer d'émotions. Donc, bah, il y a tout le background du gamin, avec l'acte final aussi du gamin contre Paddy et le dernier plan sur le gamin aussi qui est très touchant. Il y a le moment où, Paddy, va faire une remarque par rapport à la gamine, et sur ce qu'il suggère qui pourrait se passer entre eux, qui fait écho à ce qu'il a sûrement, fait à Chiara. Il y a aussi un moment assez malaisant où on croit que la gamine, alors c'est un subterfuge, mais on croit que la gamine a ses règles et alors est-ce que le personnage de Paddy se doute que c'est un subterfuge ou pas? Mais peu importe, à un moment, il s'adresse un peu à la gamine, voilà, il lui parle de ses règles, alors sobrement, mais il lui en parle et c'est super malaisant, c'est super intime, c'est quelque chose il ne devrait pas parler de ça à une enfant qui est même pas la sienne. C'est sur ce genre de détails que le film va vraiment être, le plus, horrifique. De l'horreur psychologique, c'est de l'horreur humaine, l'horreur de ces gens qui rentrent un peu comme ça dans votre intimité, qui ont un aspect un peu prédateur, qui ont l'air presque de prendre plaisir à vous humilier, à vous mettre mal à l'aise. Quand vous voyez le film, une suite, a priori, c'est pas possible. Ou alors ils vont nous faire revenir McAvoy en mode, Jason Voorhees. Mais alors je pense pas qu'ils le feront, mais un préquel, ça pourrait être très intéressant et notamment exploiter, sa rencontre, je trouve avec, Chiara. Bon, niveau de l'âge, ça sera un peu compliqué parce que ça fait 17 ans qu'ils sont ensemble, donc on aurait un McAvoy, trop âgé. Donc voilà, je pense pas que, qu'il le ferait, mais ça pourrait être intéressant. On comprend aussi le pouvoir que McAvoy a sur les autres, hein, de par son charisme, mais aussi de par sa colère. On sent clairement, il y a des moments, on dirait une bête, quoi. C'est vrai que là, quand les personnages ont du mal à s'affirmer à plusieurs moments, on se dit que ce sont des nouilles, mais quand ils ont un peu plus de mal à s'affirmer face, à Paddy, là on comprend. Parce que c'est vrai que le mec est pas hyper rassurant, ils sont isolés, ils sont à la campagne, ils sont chez lui, c'est lui qui a l'emprise, sur la situation, sur le lieu et un échange de phrases qui est génial, c'est je trouve le meilleur moment du film en termes d'écriture, c'est la Louise qui demande: «Mais pourquoi vous nous faites ça?» et McAvoy qui répond: «Parce que vous me laissez faire». Ça, cette phrase à analyser dans plein de situations de gens soumis, passifs, et cetera, c'est très intéressant. Ça fait aussi du coup écho à Chiara, qui, est dans ce syndrome de Stockholm, hein, qui est dans cette soumission entière. Une soumission qu'on peut comprendre, hein, mais sauf que de son point de vue à lui, le psychopathe, on le laisse faire. Il comprend pas forcément qu'il est tellement, terrifiant ou violent qu'il impose, qu'il oblige à l'autre à être soumis. Pour lui, il y a comme une part d'acceptation, c'est comme si les autres acceptaient ce qu'il leur fait subir. Quand on regarde bien, bah, tous les personnages ont des traumas, plus ou moins intenses, ce qui n'en fait pas des personnages creux, à observer, hein, puisque le film a un côté un peu contemplatif. Ah oui, dans les scènes aussi un peu malaisantes, vous avez alors, ce que je vais vous décrire, ça va vous paraître très malaisant, mais de la manière dont c'est mis en scène, c'est pas si malaisant que ça reste confortable. C'est-à-dire qu'à un moment, la mère rentre dans la chambre, de Paddy et de Chiara, parce qu'elle cherche sa fille et ils sont endormis dans le lit avec leur fils et la gamine. Donc forcément, pour une mère, vous imaginez que, bah, ça fout mal à l'aise, sa gamine dans le lit de 2 personnes adultes, en qui elle a pas hyper confiance et c'est là où ils prennent la décision d'ailleurs de partir. Alors d'un côté, on comprend le malaise, on comprend la situation, on comprend le malaise aussi parce qu'on a McAvoy qui est en slibard, en train de dormir, donc ça paraît, assez glauque et en même temps, quand je dis que c'est confortable, c'est parce que, bah, en fait, la gamine, elle est, au bord du lit d'un côté, c'est la femme, c'est Chiara, qui est à côté d'elle, puis le gamin, puis le père et le père, en plus, il est sur le ventre, donc on le voit en slibard, mais il est sur le ventre et puis il est un peu tourné de l'autre côté du lit, ce qui ne donne pas non plus une impression on se dit pas que la gamine a subi quelque chose. On voit que c'est un câlin parental, mais que, bah, ce ne sont pas ses parents. Et là où le film est super intéressant, c'est qu'on est dans des situations qui sont comme ça assez malaisantes où on se dirait: «Mais là, moi, je suis à leur place, pareil, je me barre, quoi. Attends, le couple là, ils dorment avec ma gamine, ils sont pas nets». Et là où le film est fort, c'est que au moment où McAvoy donne une explication, où on comprend le cheminement de pourquoi la gamine s'est retrouvée là, ils arrivent à retourner la situation, à ce que ce soit crédible et même que ce soit touchant et que limite on s'en veuille. Alors nous, en tant que spectateurs, on sait que le film va nous amener à nous montrer que McAvoy est un méchant, donc voilà, mais on comprend
si on se met à la place des protagonistes, qui se radoucissent et qui leur pardonnent. Parce qu'il y a effectivement quelque chose qui est dit sur le background du personnage de Chiara, qui fait comprendre la situation. Et du coup, Chiara s'excuse et la mère, en gros, lui dit « Non, bah, c'est pas grave, ouais, je comprends, en fait. » Et voilà, et donc pour ceux qui se poseraient la question, je vais spoiler encore un petit peu plus, parce qu'ils vont se dire « Ouais, mais quand même, il dort dans le même plumard qu'un mec en slibard. » En fait, McAvoy n'était même pas au courant. En tout cas, dans son discours. On ne sait pas ce qui est vrai au final dans cette scène, mais dans ce qu'ils expliquent comme justification, McAvoy n'était même pas au courant. D'ailleurs, il en veut un petit peu à Chiara. Il fait « Non, mais pourquoi t'as fait ça, quoi ?» Parce que lui, il n'était pas au courant. Il dormait, il était en slibard dans son lit. Et il n'a pas capté que son gamin et la gamine sont venus les rejoindre. Donc cette explication est vachement touchante. D'ailleurs, à ce moment-là, l'actrice, le personnage que j'aime bien de Chiara, est super touchante. Et donc le spectateur, on lui retourne l'esprit aussi. Alors, on n'est pas entièrement retourné puisque on comprend très bien dans quelle direction va le film. C'est en ça que la bande-annonce, je suis vraiment déçu de l'avoir vue, qu'elle m'ait été imposée quand je vais au cinéma. Et en connaissant la bande-annonce, je me dis cette bande-annonce est une grosse erreur. Elle ne devrait pas du tout être fait comme ça, elle devrait être très subtile. Elle ne devrait rien montrer, ou alors dans sa bande-annonce montrer divers personnages et montrer peut-être leur mauvais côté à tous, ou leurs troubles, pour qu'on ne sache pas vraiment qui va être le méchant. En même temps, quand tu prends James McAvoy, tu te doutes aussi. Il y a des gens comme ça, on sait que ça va être eux le méchant, parce qu'ils ont ce talent, on sait à quel point ils peuvent être doués dans ces rôles-là, qu'ils refont confiance au personnage, mais c'est reculer pour mieux sauter, parce que nous, en tant que spectateurs, on sait très bien où ça va se diriger. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'ils renversent comme ça plusieurs fois la vapeur, et donc ils passent de bourreaux à victimes, avant d'enfin montrer leur vraie personnalité. Donc je vais vous le conseiller si vous avez cerné la bande-annonce, si vous avez cerné l'esprit du film et que vous n'attendez pas autre chose. Je vous reprécise à nouveau que je n'ai pas vu l'original. Je ne le prends donc pas du tout en compte dans ma critique. Je vais essayer de le rattraper très vite. Mais là, actuellement, j'ai pas mal de choses à faire, notamment demain soir ou ce soir. Je ne sais pas à quel moment je vais vous poster la vidéo. Donc le 19 septembre à 21 h sur la chaîne Le Blabla Show, je serai invité avec d'autres youtubeurs pour faire une énorme rétrospective en live du premier Terminator. Donc voilà, moi j'ai passé un bon moment. Après, voilà, ici on est sur un remake US. Donc voilà, si vous avez vu l'original, peut-être que vous avez des attentes envers ce remake, ou peut-être au contraire vous n'en avez aucune, puisque on sait souvent ce que les gens pensent des remakes US. Moi je dis ça, je ne dis rien.